Bien, donc la spectroscopie infrarouge. Alors juste au départ ici, petite explication sur l'appareil qui permet de tracer des spectres à partir des infrarouges, donc on appelle ça un spectrophotomètre. Donc on avait déjà nous utilisé en classe des spectrophotomètres dans le cas de l'UV visible qui permettent en fait, de mesurer l'absorbance des solutions. Donc là, le principe dans le spectrophotomètre est le suivant, hein, c'est-à-dire qu'on a de la lumière qui arrive sur une cuve qui contient un échantillon. Donc nous, c'était avec une solution qui était colorée au départ. Donc il y a de la lumière monochromatique, c'est-à-dire qu'on fait arriver longueur d'onde par longueur d'onde avec une certaine intensité. Et puis une partie de la lumière pour une longueur d'onde donnée peut être absorbée, donc ce qui fait que l'intensité lumineuse transmise I peut être inférieure à I0. Des fois elle est égale à I0, il n'y a rien du tout qui est absorbé, hein. Et puis là, donc on a un photodétecteur qui va en fait enregistrer l'intensité lumineuse transmise et la comparer à l'intensité lumineuse incidente. Donc à partir de là, ici dans la spectroscopie infrarouge, sur les spectres, on va avoir ce qu'on appelle la transmittance. La transmittance, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de l'intensité lumineuse transmise sur l'intensité lumineuse incidente, donc I sur I0. Automatiquement, I est inférieur ou égal à I0. Donc T va être inférieur ou égal à 1. Et ce qui fait que on va l'exprimer en pourcentage, hein, c'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si I0 c'est 75 en intensité, alors que l'intensité incidente c'était 100, donc 75 sur 100 ça fait 0,75, et c'est au niveau du centième, j'ai le 5, donc ça c'est égal à 75%. Donc en général, la transmittance, elle est en pourcentage, parce que c'est un nombre qui est inférieur à 1, donc qu'on donne un pourcentage. Voilà, donc là il y a un autre exemple, hein. Ici, si la transmittance vaut 10%, ça veut dire qu'il n'y a que 10% de lumière transmise, donc 90% de lumière absorbée. Alors que dans les spectres qu'on avait vus jusque-là, au niveau de l'UV visible, en fait c'était l'absorbance qui était en ordonnée, alors que là ça va être la transmittance. Et puis en abscisse on aura en fait ici, comment ça s'appelle, on aura la longueur d'onde qu'on avait pour les spectres UV visibles, et ici on verra qu'on a autre chose qu'on appelle le nombre d'ondes, mais on va y revenir. Donc là, pour vous montrer ça, je vais passer une petite vidéo. Une petite vidéo sur justement l'utilisation d'un spectrophotomètre infrarouge, parce que c'est un appareil qui coûte relativement cher et qu'on n'a pas au lycée. Donc vous ne ferez pas de manipulation au lycée même si on revient au lycée d'ici la fin de l'année, ce qui n'est encore pas sûr à 100%. Bon, vous me dites si c'est pas trop fort, hein. Les arômes alimentaires, les parfums artificiels sont très présents dans notre vie quotidienne. Certains d'entre eux sont des esters. Ici, il est question de l'ester banane, un composé synthétisé présent à l'état naturel dans le bouquet des phéromones de l'abeille domestique. Après l'obtention du produit, sa composition sera vérifiée par deux techniques: par infrarouge et par résonance magnétique nucléaire. L'expérience consiste à synthétiser 7 esters de banane. Pour ce faire, nous allons mélanger un alcool, le 3-méthylbutane-1-ol, et un acide, l'acide acétique. Ici, l'expérience va se faire à reflux, en présence de cyclohexane et d'un appareil Dean-Stark. On va donc voir nos deux phases, aqueuse et le cyclohexane. Nous éliminons donc la phase aqueuse, comme ceci.
Alors l'ester qui vient d'être synthétisé va être analysé en infrarouge. Et on va... Voilà, donc là en fait, la réaction c'était entre un acide carboxylique et un alcool. Et donc on obtient ici une molécule où là on a un groupe caractéristique bon, qui n'est pas au programme de cette année, hein, mais en fait c'est le groupe caractéristique des esters. Et en fait la famille des esters ici, ce sont des molécules qui sont très odorantes, et notamment ici, bah, c'était pour synthétiser un des arômes de la banane. Donc ça permettait d'obtenir une odeur à peu près de banane, bah, sans avoir de banane du tout au départ. Et c'est ce qui se passe notamment par exemple, quand il y a marqué un yaourt arôme banane, il y a 0% de banane. Mais c'est une molécule qui reprend un peu l'odeur de la banane et qui a été fabriquée, et ça coûte beaucoup moins cher que de mettre de la banane dans un yaourt. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est très très bon non plus. Enfin bon, on triche, et donc bah voilà, mais ça permet de vendre moins cher, et donc comme les yaourts aromatisés sont moins chers, et ben ils se vendent. Voilà, donc là l'idée après, bah, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment synthétisé cette molécule-là? Donc l'idée, bah, c'est est-ce qu'on va retrouver ces liaisons? Donc on va utiliser ici un spectrophotomètre infrarouge. Pouvoir déterminer ainsi les groupes fonctionnels de cette molécule. Donc on va d'abord commencer par faire un background, donc un blanc, c'est-à-dire une analyse à vide, pour avoir une référence pour ensuite pouvoir mettre le produit à analyser. Donc on va prélever une analyse à vide. Voilà, donc ici en fait, quand on dit une analyse à vide, en fait qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on va analyser un échantillon, cet échantillon, bah, quand on faisait la spectroscopie UV visible, par exemple, on la mettait dans une cuve. Et la cuve en elle-même, le matériau de la cuve, va absorber aussi de la lumière. Et puis, il faut en fait l'annuler cela. Donc c'est pour ça qu'ici on fait une analyse à vide. Et en plus, nous, quand on faisait par exemple les solutions colorées, et bien dans la cuve on mettait le solvant, qui était souvent l'eau d'ailleurs, et donc parce que l'eau qui est dans la cuve elle va aussi absorber des rayonnements. Bah, toute l'absorption qui était due au solvant et qui était due en fait au matériau de la cuve, eh bien, il va falloir après en fait l'annuler à un moment donné. Et on appuyait sur le zéro au niveau de l'absorbance. Donc là, ici, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Ils font un background, donc ici apparaît en fait le spectre qui correspond au zéro, entre guillemets, au blanc, afin d'annuler en fait toutes ces absorptions ici qui apparaissent. Pour avoir une référence pour ensuite pouvoir mettre le produit à analyser. Donc on va prélever une goutte de l'ester que l'on va déposer sur une cellule en germanium. Voilà, alors contrairement à ce que nous on a fait ici, il n'y a pas de cuve, hein, donc là, en fait, directement est déposée la goutte du liquide qu'on veut analyser, hein. Voilà, donc on utilise beaucoup moins de solutions ici. On va ainsi pouvoir lancer l'acquisition du spectre infrarouge qui se fera en 16 scans. Voilà, donc on va déterminer maintenant les groupes fonctionnels en fonction des nombres d'ondes. Donc voilà, à partir de là, ben, le système informatisé ici, permet d'afficher un spectre. Donc où on a ici, là, on voit pas très bien ici, c'est la transmittance, hein. La valeur 100 ici, bah, ça correspond à 100%. Et puis bah, il y a des endroits où en fait on a une baisse de la transmittance, hein. Bon là on a certainement un défaut ici parce qu'on est au-dessus de 100%. Et voilà comment on obtient ici un spectre infrarouge. Donc
Voilà, j'arrête à ce niveau-là pour la vidéo. Et en fait, pour bien comprendre comment on interprète les spectres infrarouges, je vous avais demandé d'imprimer, si possible, l'activité infrarouge, justement, là, étude de spectre infrarouge. Voilà, cette activité-là, que l'on va faire maintenant. Alors, bien, donc on continue. Euh, voilà, ici on va voir comment on fait pour étudier ces spectres infrarouges et quelles informations on peut en sortir. Donc la première chose ici, document numéro 1, on a ici 5 spectres IR, donc 5 spectres infrarouges. C'est ce que je viens de dire, hein, spectroscopie d'absorption, on verra précisément ce qui se passe. Et donc on vous dit les spectres représentent l'intensité d'absorption des rayonnements électromagnétiques par une molécule en fonction du nombre d'ondes de ce rayonnement. Donc voilà. Et ici on a pour 5 molécules différentes. Alors là ici il y a quelque chose que vous n'avez pas vu et qu'on va parler un petit peu maintenant. Bon, c'est un petit peu hors programme, mais c'est pas très grave. En fait, ici, on a... Hop, j'essaie de retrouver mon document, là. Voilà. Alors, ça me gêne. Hop, j'efface le tableau. Voilà. Et si on regarde ici, en fait, on a les molécules qui sont représentées, et on a ce qu'on appelle ici des formules topologiques. Alors, dans les formules topologiques, eh bien, on ne fait pas apparaître les atomes d'hydrogène, pardon, et en fait, un trait ici, ça représente là une liaison simple entre deux atomes de carbone. Donc là, par ici, j'ai un carbone, j'ai un carbone, j'ai un carbone, j'ai un carbone, j'ai un carbone. Et à partir de là, en fait, ici, les atomes d'hydrogène ne sont pas notés, mais ils existent. Donc là, par exemple, donc si je reprends cette première molécule là, qui est représentée de cette façon, hop, je reprends mon texte sous les yeux parce que je ne l'ai pas. Donc la molécule elle est comme ça, hein. Voilà, bon, à peu près, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Que j'ai en fait un carbone, là que j'ai un autre carbone, ici que j'ai un autre carbone, là que j'ai un autre carbone, et donc là j'ai aussi un carbone. Donc ça représente en fait le squelette carboné. Et puis après il faut compléter avec les hydrogènes. Donc ce que vous allez faire hein, ici là, c'est écrire en fait ici par exemple la formule semi-développée de cette molécule là. Donc si on l'écrit en fait ici là, ce serait CH3, donc je mets H3C parce que pour représenter. Donc là, ici en fait ça respecte la molécule, la géométrie de la molécule, mais on n'est pas obligé de le faire sur la formule semi-développée. Donc ici j'ai un C, alors j'ai combien d'hydrogène avec? 2, oui c'est ça. Donc on écrit CH2, hein, parce qu'effectivement 2, parce qu'un carbone fait 4 liaisons, et là il n'y en a que 2, donc il manque 2 liaisons avec les hydrogènes. Et puis en fait ici ça va être la même chose, j'ai CH2. Là j'ai aussi CH2. Et à la fin, donc le carbone qui fait qu'une seule liaison, donc il en manque 3, donc j'ai CH3. Voilà. Donc ici, voilà en fait la formule semi-développée de la molécule. Hein. Alors, il faut l'écrire en dessous ici, hein, comme je vous ai demandé. Voilà. Et puis là, maintenant, en fait, ici, c'est pareil. Alors, quand il y a autre chose que du carbone et de l'hydrogène, on écrit les symboles de ces atomes, dans ce qu'on appelle les formules topologiques. Bon,
Alors là, ce serait bien, dans cette molécule-là, par exemple, de me proposer quelle est la formule semi-développée de cette molécule-là. Bon, oui, effectivement, elle est écrite en dessous. Donc là, en fait, on a un carbone, un oxygène et un carbone. Et donc ça fait H3COCH3 ou CH3OCH3. Oui, effectivement, j'avais pas vu qu'elle était écrite en dessous. Bon, alors là maintenant, si on a ici une double liaison qui est représentée, et donc là, c'est pareil, vous pouvez ici essayer d'écrire la formule semi-développée de cette molécule-là qui est représentée en formule topologique. Donc vous commencez par écrire les carbones en tenant compte de la double liaison, et après il faut compléter avec les hydrogènes. Allez, je vous laisse faire là. Alors si on prend la formule, donc là il y a deux liaisons, donc ici, alors on écrit plutôt CH2 ici, plutôt H2C plutôt que CH2, mais bon, c'est pas extrêmement important. Hop, voilà. Donc là il y a la double liaison. Ce carbone-là, il fait 1, 2, 3 liaisons, donc il manque un hydrogène, CH. Voilà. Et puis après, on a CH2, CH2, CH3. Voilà. Voilà, on a 5 atomes de carbone ici. Voilà. Bon, donc vous écrivez la formule semi-développée en dessous. Hein. Donc là, pareil, vous allez écrire la formule semi-développée, là où on peut, hein, un endroit où on peut, pour cette molécule-là, et puis pour cette molécule-là. Alors, si je reprends cette molécule-là, en fait, on a la chaîne carbonée qui est comme ça, voilà, et double liaison O ici. Donc, ici j'ai un carbone au bout, là j'ai un carbone, là j'ai un carbone à la brisure, j'ai un carbone à la brisure, mais j'ai aussi un carbone ici, là. Donc voilà, vous en avez oublié un. Alors, retentez ces formules. Donc voilà, ça ici c'était la réponse à cette molécule-là. Et en fait la dernière ici, alors Jules, on peut mettre CHO aussi. Normalement, en fait, normalement dans les formules semi-développées, si on suit la règle, il n'y a que les liaisons entre les hydrogènes qu'on n'écrit pas. Donc ici, avec l'oxygène, il faut écrire la liaison. Si on écrit comme tu dis CHO ici, en fait, c'est pas c'est pas une bonne écriture. Hein. Ça fait plus une formule brute. Donc normalement, il ne faudrait pas l'écrire ça. Hein. Il faut vraiment écrire la double liaison. Oui, alors de temps en temps, effectivement, on transgresse un petit peu les règles pour éviter d'alourdir les écritures. Mais si on demande une formule semi-développée, là, il faut écrire ces double liaisons O. Hein. Bien. Donc la dernière molécule ici qui est comme ça, avec un OH ici. Hop. Donc là, si on écrit la formule semi-développée, donc j'ai H3C, hein, donc là j'ai carbone, 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 carbone et carbone. Voilà. Celui-ci fait 3 liaisons, donc j'ai CH. Et puis ici on a le OH là, qu'on met plutôt en bas. Et puis CH2, CH2 et CH3. Voilà, donc vous réécrivez cette formule de molécule là en dessous de celle-ci. Voilà. Bon,
Alors, ensuite, on va faire en fait les questions ensemble, hein, ici, parce on va aller assez vite, hein, notamment au départ. Donc, il y a marqué identifier la grandeur représentée en ordonnée, quelle est son unité? Alors, j'attends les réponses. Grandeur en ordonnée et unité. Alors, pas d'unité, effectivement. Et quelle est la grandeur en ordonnée? Bah, c'est tout simplement le nom de la grandeur, hein. C'est quand même bizarre que personne ne réponde là, parce que le nom de la grandeur, tac. Ouais, non, T, c'est pas le nom, hein, en fait, c'est le symbole, donc c'est la transmittance, le nom, hein, c'est marqué ici, hein. La grandeur, une grandeur en général, c'est quelque chose que l'on mesure, hein. Donc la grandeur ici, c'est la transmittance. Voilà. Donc transmittance en ordonnée et il n'y a pas d'unité. Et très souvent, on la mettra en pourcentage. Donc quand on écrit 0,8, par exemple 0,8, ce serait quel pourcentage? Si vous répondez 80, oui, 80%, effectivement. Bien, ensuite, question B. Dans quel sens est orientée une bande d'absorption sur un spectre infrarouge? Alors, dans quel sens est orientée une bande d'absorption sur un spectre infrarouge? Vers le bas, effectivement, c'est ici vers le bas parce que en fait, bien, la transmittance à 1, ici, elle correspond à 100% de lumière qui est transmise, et là, bah, ce qu'on analyse ici absorbe de la lumière, donc fait diminuer la transmittance, et donc les bandes d'absorption sont vers le bas. Absolument, alors que dans les spectres UV visibles, en fait, on avait des choses comme ça, les bandes d'absorption étaient vers le haut parce que c'était l'absorbance qui était en ordonnée et non pas la transmittance. Ensuite, quelle est l'unité de la grandeur portée en abscisse? Alors oui, c'est une unité un petit peu bizarre, c'est centimètre moins 1, donc centimètre exposant moins 1, enfin puissance moins 1. Quelle est la particularité de l'axe des abscisses? Donc, si on regarde l'axe des abscisses ici, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre. Alors, ça commence pas à 0, c'est vrai. Et il y a autre chose. Alors, il est à l'envers, il est décroissant, effectivement. Là, on va de 4000 et les valeurs diminuent. Donc, effectivement, l'axe, il est vers la droite, il est décroissant, effectivement, ce qui est un petit peu curieux. Bien. Ensuite, question E, quelle bande d'absorption est commune à chacun des spectres? Alors, quelle bande d'absorption est commune à chacun des spectres? Alors, je ne comprends pas la question, mais en fait, on regarde les 5 spectres ici, et on vient de dire que bah, une bande d'absorption, elle est orientée vers le bas. Donc là, ici, on a une bande qui est nommée A, une A, une A, une B, une A, une B, une A, une B. Donc en fait, c'est quelle est la bande qui est commune à chacun des spectres. Donc là, en fait, il faut éviter de dire loin, il faut éviter de dire un pic, parce qu'on va parler de bande ici. Donc effectivement, là c'est bien, sinon vous n'avez pas fait la boulette qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il fallait pas dire que c'est la bande A. Parce que par exemple ici dans le dernier ici la bande A, elle n'est pas au même endroit. Donc effectivement, il y a toujours une bande qui est, alors quand vous dites à 3000 cm moins 1, c'est un petit peu moins de 3000 cm moins 1. Ouais. Bien, donc si on continue les questions,
Donc après les questions, bah, c'est sur voilà, c'est sur la page d'après, hein. Donc il y a la question 2, 2 petit a, vérifier que les spectres du document 1, alors on vous dit d'abord le nombre d'ondes, donc wave number ici, le nombre d'ondes noté sigma est l'inverse de la longueur d'onde lambda. Et il y a marqué vérifier que les spectres du document 1 ont été réalisés à des longueurs d'onde appartenant au domaine infrarouge. Bon, ça, on va le faire ensemble parce que c'est un petit peu délicat à faire au départ, hein. Bien. Donc la première chose, en fait, il y a marqué le nombre d'ondes sigma est l'inverse de la longueur d'onde lambda. Ça veut dire qu'on peut écrire que sigma ici, bah, c'est l'inverse de la longueur d'onde lambda, donc c'est 1 sur lambda. Voilà. Donc il y a une relation entre le nombre d'ondes, les valeurs qui sont en centimètres moins 1, et la longueur d'onde ici. Et on pose comme question ici, est-ce que tous les spectres ont été réalisés à des longueurs d'onde appartenant au domaine de l'infrarouge? Donc, bah, il faut regarder, ici on va de 4000 à 1500 ici, centimètres moins 1 sur tous les spectres, hein. Donc on va regarder, est-ce que 4000, enfin les valeurs extrêmes de l'axe des abscisses, est-ce qu'elles font partie du domaine de l'infrarouge? Donc j'ai ces valeurs-là qui sont les valeurs extrêmes. Bon, alors à ce moment-là, comment on fait pour pouvoir répondre? Là, vous pouvez quand même me donner la procédure. Donc, pour savoir si sigma, les nombres d'ondes, sont bien dans l'infrarouge, il faut montrer que le lambda, la longueur d'onde correspondante, est supérieur à 800 nanomètres. Donc, il faut calculer lambda. Bah, donc, ici, on calcule lambda. Lambda, ça va être égal à 1 sur sigma. Donc, on va commencer ici, par exemple, pour 4000 cm-1. Eh bien, on fait 1 sur 4000 cm-1. Donc là, j'écris l'unité entre crochets. Voilà. Bon, après, bah, il faut faire le calcul, hein. 1 sur 4000. Donc, ça nous fait, si on garde les chiffres significatifs, donc on a 0,000025, donc on a 4 chiffres significatifs ici. Celui-là, c'est un nombre exact, donc je vais avoir 4 chiffres significatifs dans le résultat, fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, moins 4. Et là, ici, comme c'est l'inverse des centimètres moins 1, le résultat ici, ben, il va être en quelle unité? En centimètres, absolument. Parce qu'en fait, l'inverse des centimètres moins 1, ce sont des centimètres. Donc là, j'ai un résultat en centimètres, et il faut le mettre en nanomètres. Alors, on va déjà le mettre en mètres, ce sera plus simple. Donc ça fait 2,500 fois 10 puissance, alors ce serait pour transformer les centimètres en mètres. Donc ça ferait 10 puissance combien ici? Moins 6 absolument. Parce que centimètres c'est 10 moins 2, donc 10 moins 2 fois 10 moins 4, ça fait 10 moins 6. Bon, Marilou qui nous sert sa petite chanson habituelle, je comprends rien. C'est terrible ça. Non, Marilou, faut dire, il y a quelque chose que je comprends pas. Donc faut que tu interviennes à un moment dire ça, je comprends pas. Donc là, qu'est-ce qu'on vient? La question c'est, on veut savoir si ici de 4000 à 1500 cm-1, ça fait partie de l'infrarouge. Or, on a ici des nombres d'ondes qui sont en centimètres-1. Le texte nous dit que
le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc on a cette relation-là. Donc on va regarder pour les deux extrêmes, 4000 cm-1 et 1500 cm-1, si en fait la longueur d'onde qui correspond, elle fait bien partie de l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est supérieur à 800 nanomètres. Donc ici, on vient de calculer le lambda qui correspond à sigma, c'est-à-dire le nombre d'ondes de 4000 cm-1. Donc on l'a 10-6 mètres. On va le transformer en nanomètres. Donc les nanomètres, c'est 10 puissance combien pour avoir des nanomètres ici? Donc le nanomètre, c'est... je suis en train de... Oh là, je suis en train de faire une petite bêtise, là, pardon. Donc pour avoir des nanomètres, ici, le nanomètre, oui, Mathéo, c'est ça, c'est 10 puissance moins 9 mètres. 10 puissance moins 9 mètres, ça, c'est les nanomètres. Donc là, pour passer de 10-6 à 10-9, on divise par 1000. C'est x 10-3. Donc pour qu'il y ait une égalité, si on divise par 1000, il faut ici multiplier par 1000. Donc c'est 2500 nanomètres. Donc 2500 nanomètres, c'est bien supérieur à la limite 800 nanomètres. Donc on est bien ici dans le domaine des infrarouges. Alors pourquoi on a 2500 en fait ici on a pris la valeur 4000 cm-1, donc on a fait lambda égale 1 sur sigma 1 sur 4000 cm-1, et quand on fait ce calcul là, ça donne 2,500 x 10-4 et centimètres, parce que là c'était des cm-1. Et après on fait les conversions en mètres et en nanomètres, et on voit ici qu'on est à 2500 nanomètres. Voilà. Bien, donc on est au-dessus de 800 nanomètres, on est bien dans le domaine de l'infrarouge. Alors, c'est pas la peine, on pourrait refaire tout le calcul pour 1500, mais on n'est pas obligé, parce qu'on peut dire, ici, 1500, c'est en fait 1 sur 1500, ça va être plus grand que 1 sur 4000. Donc, on va trouver une longueur d'onde plus grande que 2500 nanomètres à la fin. Plus grande, donc ce sera toujours au-dessus de 800 nanomètres, et donc ici c'est bien dans l'infrarouge. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez refaire tout le calcul, mais ici on peut dire maintenant ici là pour les 1500 cm-1, donc en fait 1 sur 1500, parce qu'on va faire ce calcul là, eh bien c'est supérieur à 1 sur 4000. Donc ici, je vais avoir le lambda qui va être égal à 1 sur 1500, parce que en fait, quand on divise par 4000, ça donne un nombre plus petit que 1 divisé par 1500. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'où, en fait, d'où simplement les 1500 cm-1 vont être supérieurs aussi à 2500 nanomètres. Donc, automatiquement, on est ici dans l'infrarouge, hein, parce que c'est supérieur à 800 nanomètres, donc on est dans l'infrarouge. Donc voilà, on n'a pas besoin de refaire tout le calcul ici. Donc là, on vient de démontrer que au niveau de l'abscisse ici, eh bien, les valeurs font bien partie du domaine de l'infrarouge, c'est-à-dire qu'on a bien des rayonnements, hein, avec ici comme une onde, une longueur d'onde qui correspond entre deux maximums ici, on a bien ici un rayonnement qui fait partie, supérieur à 800 nanomètres, donc qui fait partie de l'infrarouge. Voilà. Bien, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Alors, question petit b. Il y a marqué en spectroscopie infrarouge, chaque bande d'absorption
est caractéristique d'une liaison particulière. Identifier la nature de la liaison responsable de la bande d'absorption commune à tous les spectres, en comparant par exemple les spectres A et B. Donc on a vu que ici, on avait dans tous les spectres une bande qui était un petit peu moins de 3000 cm-1. Et on nous demande de comparer les spectres A et B, donc ces deux-là, et en fait, et de dire quelle est la liaison qui est responsable de cette bande-là. Parce qu'on nous dit que, en fait, en spectroscopie infrarouge, les bandes d'absorption sont caractéristiques d'une liaison particulière entre atomes. Donc ici, si on compare, pour ces deux molécules-là, on a la même bande d'absorption. Donc, à quelle liaison ça peut bien correspondre? Bien. Alors maintenant, ici, en fait, la question après, c'était à quelle liaison correspond cette bande d'absorption ici qui est commune à ces deux molécules-là. Si on regarde, si on fait dans le détail et si on regarde les formules développées, en fait, ici, là, j'ai que des atomes de carbone. Bon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Et ces atomes de carbone-là sont tous liés à des hydrogènes. Alors, je ne vais pas tous les marquer pour aller plus vite. Donc, dans cette molécule-là, qu'est-ce qu'on a comme liaison? On a liaison carbone-carbone et on a liaison carbone-hydrogène. Voilà. Maintenant, dans cette molécule-là, où on a COC, et puis on a les hydrogènes ici. Bon, j'écris pas tous les hydrogènes, hein, mais au bout de chaque liaison ici, on a des hydrogènes. Donc dans cette molécule, qu'est-ce qu'on a comme liaison? On a liaison entre carbone et oxygène, on a liaison CO, et on a liaison CH. Et puis c'est tout, on n'a pas d'autres liaisons. On n'a pas de liaison CC. Donc quel est le point commun entre la molécule là et la molécule là? Le point commun au niveau des liaisons, c'est CH. Et ça se retrouve ici, au niveau de la bande qui se retrouve là. Donc la réponse à la question 2, petit b, donc la bande d'absorption qui est un petit peu moins de 3000 cm-1, elle correspond à la liaison CH. Voilà. Donc maintenant, alors en fait ce qu'il y a, c'est que dans les molécules organiques, donc une molécule organique est constituée de carbone et d'hydrogène et d'autres atomes en minorité, et il va toujours y avoir la liaison CH. Donc, sur tous les spectres, on va toujours retrouver cette bande à un petit peu moins de 3000 cm-1 qui va nous dire qu'il y a la liaison CH. Donc cette bande-là, en gros, elle ne nous sert à rien parce qu'on sait au départ qu'on a des molécules organiques et qu'il y a CH. Donc voilà, cette bande-là, c'est comme si on l'effaçait et ça va simplifier en fait les spectres. On va jamais en tenir compte de cette bande-là. Voilà. Bon, ensuite question C. Déduire de la comparaison des spectres les valeurs approchées des nombres d'ondes caractéristiques des absorptions relatives aux liaisons CH. CH, on vient de le faire, hein, c'est-à-dire que CH, ça va être, bon, c'est à peu près, on peut dire, entre 2900 et 3000 cm-1. Ça va être à peu près ça. 2900, 3000 cm-1. C'est à peu près ça. Hein. Ça, c'est pour la liaison CH. Et maintenant, on nous demande, pour la C double liaison O, pour C double liaison C, et puis pour OH. Donc, même technique, hein, en comparaison ces deux spectres et en comparaison les liaisons qu'il y a entre atomes dans les molécules, on en déduit
que la bande qui est ici commune aux deux correspond à une liaison qui est commune aux deux. Donc ça correspond au CH. Donc là maintenant, on essaye de trouver quelles sont les valeurs à peu près des nombres d'ondes qui correspondent à la liaison C double liaison O, qu'on retrouve uniquement dans cette molécule-là. Donc si on répond, C double liaison O, ça va être à peu près combien? Alors moins de 2000 cm moins 1, oui, bon, on va être quand même plus précis, hein, parce que là j'ai 1900, là j'ai 1800, là j'ai 1700, donc on est à peu près entre 1700 ici, entre 1700, 1800, effectivement, centimètres moins 1. C'est dû à peu près à nos réponses, hein. Voilà, 1700, 1800 cm moins 1 pour CO. Voilà maintenant pour la double liaison CC. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la double liaison CC? Alors en fait, il faut regarder. Oui, la double liaison CC, hein, en fait. Le seul endroit où on retrouve la double liaison CC, c'est ici. Donc le A, là, ça correspond à la liaison CH. Et donc la double liaison CC, ça correspond à ce B qui est là. Alors si on projette ici, là, on arrive à peu près là. 1900, 1800, 1700, donc c'est entre 1600 et 1700. Ici. Donc ici, c'est 1600, aux alentours de 1600, 1700 cm moins 1. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait au même endroit. Donc ça permet dans un spectre, ici, de reconnaître la double liaison CC et la double liaison CO. Et puis la dernière question, c'est pour le OH. Donc le OH, on va avoir combien à peu près? Donc il faut regarder ici, hein. Et bon, quand on regarde, hein, on va vers le bas ici, là, on est 3600, 3700 à peu près entre les deux, hein. C'est à peu près, hein, 3600, 3700, voilà. Voilà, c'est pas super précis, mais ça nous donne une idée. En fait, comment on trouve la liaison OH? La seule molécule où il y a une liaison OH, c'est ici. Parce que là, l'oxygène, il est lié à des carbones, c'est la liaison CO. Donc, la bande d'absorption B, on vient de le voir, qui est commune ici à toutes, celle qui a un peu moins de 3000 cm-1, elle correspond aux liaisons CH. Et donc, en fait, ici, cette petite bande d'absorption correspond à la liaison OH, et elle est entre 3600 et 3700 cm-1. Voilà. Bon, alors vous allez me dire, enfin, vous pourriez me dire, oui, mais là, il y a des liaisons CC aussi, qu'il y a dans toutes les molécules, hein, la liaison simple CC. En fait, elle va se retrouver en dessous de 1500 cm-1. Donc là, elle n'est pas indiquée dans ces spectres qui sont là. Voilà. Bien, on avance. Donc là, on vient de faire les questions du 2. Et maintenant, on va avancer un petit peu. Marilou, CH, là, c'est écrit ici, c'est 2900, 3000 cm-1. C'est la fameuse bande ici, là, qu'on retrouve aussi sur ces molécules-là. Bien, donc là, ici, on a deux alcools isomères, le butane 1-ol et le butane 2-ol. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils sont en phase gazeuse, et ces deux spectres sont, en fait, on a entre 400 et 4000 cm-1, là, au niveau du spectre, alors que tout à l'heure, ça s'arrêtait à 1500. Hein. Donc là, on a toute cette bande-là qui est en plus. Hein. Alors, ici en phase gazeuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait l'analyse se fait sur ces alcools, mais gazeux, donc ils sont vaporisés.
avant d'être analysé. Alors que jusque-là, nous, on faisait tout le temps des analyses en phase liquide qu'on mettait dans une cuve. Bien, donc il y a marqué ici observer le document 2 qui est là, comparer les spectres F et G. Alors, Jules, tu demandes si on doit se faire un spectre de wave number, donc avec des nombres d'ondes. Hein. On doit toujours mettre l'axe des abscisses à l'envers. Bon, en général, on ne vous demandera pas de faire un spectre, hein, ils vous seront donnés. Mais oui, en fait, c'est toujours inversé, parce que, en fait, normalement, quand on va vers la droite, c'est la longueur d'onde qui augmente. Et comme c'est l'inverse de la longueur d'onde, ben, les valeurs, elles diminuent ici. Hein. Voilà. Donc là, on peut imaginer que vers la droite, c'est augmentation des longueurs d'onde. Bien, où est-ce que j'en étais? Voilà. Comparer les spectres F et G, quels sont leurs points communs et leurs différences? Alors, qu'est-ce qu'on a comme point commun entre ces deux spectres? En restant simple. Hein. Oui, on a effectivement les bandes d'absorption A et B qui sont communes. Donc on n'est pas obligé de préciser les valeurs, parce que du moment qu'on dit A et B, ces deux bandes-là, elles sont communes aux deux spectres. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a maintenant de différent? Alors, qu'est-ce qu'on a comme de différent entre ces deux spectres-là? Oui, Adeline, effectivement, toute la partie qui est entre 400 et 1500. À peu près 1500, hein. En fait, cette partie-là et cette partie-là ici, entre 400 et 1500, elles sont différentes. Hein. Bien. Donc, ensuite, il y a marqué comparer les spectres F et G avec le spectre E du document 1. Bon, le spectre du document 1, ce que je vais faire, je vais en faire une copie pour que ce soit visible. Voilà. Et je vais l'ouvrir là. Voilà. Comme ça, on l'a aussi sous les yeux. Voilà. Donc, comparer les spectres F et G avec le spectre E du document 1. Donc, quels sont leurs points communs? Donc, point commun, eh bien, on a toujours en fait A et B ici, hein, donc les bandes d'absorption A et B ici effectivement que l'on retrouve. Donc voilà, entre ces trois molécules là, finalement, on a les mêmes bandes ici. Hein. Donc après, analyser le document, de vérifier que l'intégralité des valeurs en abscisse se trouve dans la gamme de l'infrarouge. Bon, là on peut faire la même chose que tout à l'heure, hein, le 400 là, ici, en fait, Jules, comment ça, mais pas en transmittance? Tu peux ouvrir le micro, hein, ce sera plus simple. Ben, les valeurs de transmittance, elles sont pas égales. Quand on voit les valeurs pour A ici et là, ah oui, d'accord. Au niveau de la transmittance, non, mais tu as raison, en fait, effectivement, mais par contre, les valeurs au niveau des nombres d'ondes sont les mêmes. Donc, effectivement, si on rentre dans le détail, on n'a pas tout à fait la même valeur de transmittance. Tu as raison. Mais on retrouve les bandes aux mêmes endroits au niveau nombre d'ondes. Voilà. Ouais, merci pour ta remarque.
Bien, donc si on reprend un cas petit a, vérifier que l'intégralité des valeurs d'abscisse se trouve dans la gamme de l'infrarouge, bah ici si on peut prendre le même raisonnement avec le 400 cm-1 qu'on a fait tout à l'heure, et on verra que c'est dans l'infrarouge. Donc ça, je passe, hein, c'est pas la peine de le refaire. Quelle information peut-on extraire de la partie des spectres du document 2 comprenant les plus grandes valeurs de nombre d'ondes supérieures à 1500 cm-1? Donc ici, là, ce qu'il y a au-dessus de 1500 cm-1, on a ces bandes-là qui sont les mêmes, et on a vu tout à l'heure que B, ça correspond à la liaison CH, et que le A ici correspondait à la liaison OH. Donc ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a comme liaison entre atomes. Donc ce qu'il y a au-dessus de 1500 cm-1. Donc ça va nous permettre de connaître qu'est-ce qu'on a comme liaison entre atomes. Voilà. Et après, bah, où est-ce qu'on en est après? Quel renseignement supplémentaire peut-on a priori extraire de la partie du spectre relative au petit nombre d'ondes, valeur inférieure à 1500 cm-1? Bon, alors là, c'est un petit peu le fouillis, hein, ici. Eh bien, ça va nous permettre de différencier deux molécules qui ont les mêmes liaisons, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ici, on a deux alcools. Donc le OH de l'alcool, on le retrouve en A. Bon, après, les CH des molécules, on le retrouve en B. Mais on voit ici que ce n'est pas les deux mêmes molécules. Le OH ici, il est en bout de chaîne, alors que là, il est sur le deuxième carbone. Donc c'est pour ça qu'on a ici butane 2-ol, et là on a le butane 1-ol. Et donc, la partie ici va permettre, ici, de différencier des molécules qui ont les mêmes liaisons entre atomes, mais pas forcément au même endroit. Donc là, par exemple, ici, ce sont deux molécules isomères qui ont la même formule brute. Ça permet de différencier deux isomères. Mais quand on regarde ici, là, celle-là, elle n'est pas isomère parce que c'est le pentane 2-ol. Hein. On a 5 carbones, on n'a pas 4. Et on retrouve exactement les mêmes bandes. Mais là, si on avait ici la partie inférieure à 1500, elle serait encore différente de là et de là. Donc ça permet de différencier des molécules qui ont les mêmes fonctions chimiques, on peut dire, hein, mais qui ne sont pas identiques. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Bon, on termine ici par la question 5. Donc il y a marqué maintenant, en comparant les spectres des documents 2 et 3, je raccourcis un petit peu là pour les avoir. Dire quelle est l'influence de l'état physique de l'échantillon sur la bande d'absorption attribuée à les liaisons OH. Donc ici, on est en phase gazeuse, et là, on a le butane 1-ol, donc la même molécule qu'ici, mais en phase liquide. Donc on a fait l'analyse en tant que liquide. Donc quelle est l'influence de l'état physique de l'échantillon sur la bande d'absorption attribuée à la liaison OH? Qu'est-ce que l'on peut dire ici? Donc si on reprend effectivement, la liaison OH, elle est due à la bande A. Et là, on voit ici qu'elle est fine, et là, elle est beaucoup plus épaisse. Hein. Alors que la bande B, vous voyez, elle n'a pas bougé quasiment. Donc effectivement, la bande due à la liaison OH, elle va être plus large. Et il y a autre chose aussi. En fait, si on regarde bien, là, on est à peu près à 3600, 3700. Et là, le maximum, il est à 3400, enfin 3300, 3400. Donc non seulement la bande, elle est plus large, mais aussi elle se décale vers les plus petits nombres d'ondes. Donc voilà les deux réponses qu'il fallait ici indiquer.
Bon, et la dernière question, quelle interaction présente en phase condensée mais pas en phase gazeuse pourrait être à l'origine de ce phénomène? Alors, pourquoi en fait ici, donc la spectroscopie infrarouge, elle joue sur les liaisons entre atomes, hein, elle permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme liaison entre atomes dans les molécules. Et là, pour la liaison OH, eh bien, on passe d'une bande fine à une bande épaisse et décalée au niveau du nombre d'ondes. Et en fait, pourquoi on aurait ce décalage-là et ce changement de forme de la bande? Alors l'explication, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc si on reprend par exemple, je reprends ce jeu. Alors la longueur d'onde augmente, oui, mais en fait il faut, comment dire, ça n'explique pas en fait pourquoi la bande elle change comme ça. Donc là, si on veut expliquer ça, en fait, on a du carbone et puis on a OH. Hein. Voilà, je prends une partie de la molécule. Bon, si je fais le schéma de Lewis au niveau de l'oxygène, j'ai des doublets non liants. Et donc si je prends une autre molécule de butane 1-ol, et donc là en fait, qu'est-ce qu'on a? On a l'atome d'oxygène qui est électronégatif, donc on a un delta moins et un delta plus ici sur l'hydrogène ici. On a un delta moins, delta plus. Et donc, parce que l'électronégativité n'est pas la même. Et donc, si j'ai une autre molécule, là, par exemple, de butanol, de butane 1-ol dans ce cas-là, qui est proche de l'autre. Donc là, j'ai le carbone et le reste derrière, je ne mets pas tout. Bon, bah, là aussi, je vais avoir un delta moins sur l'oxygène, un delta plus sur l'hydrogène, parce que l'oxygène attire plus les électrons que l'hydrogène. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir avoir ici ce qu'on appelle une liaison hydrogène, hein, entre un doublet non liant de l'oxygène et l'hydrogène d'une autre molécule. Donc ces liaisons hydrogènes, elles peuvent se former que si les molécules de butane 1-ol sont relativement proches les unes des autres. Et ce n'est pas le cas en phase gazeuse, parce qu'en phase gazeuse, les molécules, en moyenne, elles sont très éloignées les unes des autres. Alors qu'en phase liquide, c'est un état condensé, elles sont proches les unes des autres. Donc ici, en fait, il y a cette liaison-là entre l'atome d'oxygène d'une molécule et l'atome d'hydrogène d'une autre, qui se forme, la liaison hydrogène, ce qu'on appelle les ponts hydrogènes. Hein. Et donc, ça va influer sur la bande qui est liée à la liaison OH, obligatoirement. Donc c'est pour ça qu'en fait ici, en fait, on multiplie les liaisons, donc on va avoir une absorption plus forte et plus large. Hein. Voilà, donc bon, ça c'était un petit peu plus délicat. Donc ce qu'il y a, c'est que dans un spectre infrarouge, on peut repérer ici le OH, mais il faut faire attention si on est en phase gazeuse ou si on est en phase condensée, donc en phase liquide, ou en fait en phase gazeuse, ça va être un petit pic, et en phase liquide, ça va être une plus grande bande et un petit peu décalée. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'explication. Bien, on va reprendre le cours. Voilà. Non, ça c'est le plan de travail. Le cours... ah bah mince que... Le cours élève. Voilà. Voilà, donc qu'on a vu tout à l'heure. Donc la spectroscopie infrarouge, en fait, ici, si on reprend, je vais reprendre ici carrément ce que l'on vient de voir, en fait, ici. Hein. Donc comment on exploite un spectre infrarouge? Donc on peut se dire que, en gros, tout ce qui est, c'est ce qui est marqué ici en règle générale, la partie inférieure à 1500 cm-1, à peu près, celle-là, en général, on ne va pas s'y intéresser.
parce que elle est compliquée et donc c'est très très rare si on peut sortir des informations. En fait, c'est vraiment pour savoir si on a deux molécules qui ont les mêmes liaisons et pour faire la différence. Donc ça ne sera pas demandé ici. Donc on appelle ça l'empreinte digitale. Bien, par contre ici, voilà, la partie supérieure, ça, on va pouvoir le voir, sachant que vers 3000 ici, c'est toujours la liaison CH. Donc ça, aucun intérêt, elle sera toujours présente. Et là, si on a une grande bande ici, large, c'est en fait, on va voir le OH en phase condensée. Donc ça permet de le repérer. Donc ça, c'est bien de connaître ici le CH. Et là, cette grande bande ici, large, qui est le OH en phase condensée. Bien. À partir de là, comment on utilise ces spectres? Eh bien, vous avez dans votre livre, complètement à la fin, donc dans les pages cartonnées, vous avez les familles, les liaisons et les nombres d'ondes. Alors, je ne sais pas si je peux la voir, moi. Hop, le sommaire, normalement c'est complètement à la fin. Vous avez les données de référence, si voilà, je peux la voir. Donc c'est la page 5 sur la couverture cartonnée à la fin. Vous avez ça ici. La spectroscopie infrarouge. Donc vous n'êtes pas censé, bien sûr, connaître par cœur les valeurs des nombres d'ondes par rapport aux liaisons qu'il y a. Donc ici, on vous donne ça. Donc par exemple, voilà, pour les alcanes, la liaison CH, elle va se retrouver vers cette valeur-là. Bon, je vais revenir sur élongation et déformation ici. Puis là, vous voyez, CH 1300, 1400, là on est en dessous de 1500, donc en général, on ne va pas s'y intéresser. Donc, si on a une bande vers 1650, ça correspond à la double liaison CC. Si on a une bande qui est dans cette zone-là, ça correspond à ça, etc., etc., etc. Et après, pour les aldéhydes et les acides carboxyliques, on a la double liaison CO. Mais en fait, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Vous voyez, il y a un petit décalage, 1720, 1740, et ici 1740, 1780. De même pour les cétones, on a la double liaison CO, mais qui n'est pas au même endroit. Donc il va falloir utiliser en fait ces données-là pour savoir si on a affaire à une cétone, un aldéhyde, un acide carboxylique. Donc vous avez droit à ce document-là pour tous les exercices. Voilà. Non, Anna, il ne faut pas connaître le tableau. Ce tableau-là vous est donné. Donc à chaque fois qu'il y a les exercices, vous avez le droit de regarder. Il faut regarder ce tableau-là. Voilà. Bien. Donc on a vu ici cette partie-là. Et pour terminer au niveau du cours, bon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors attends, Jules, qu'est-ce que tu me dis là? Que on peut confondre OH et CH pour l'acide carboxylique. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, pour l'acide carboxylique, ici, si on est en phase gazeuse, on aura une bande qui sera beaucoup plus large. Et n'importe comment, le CH, en fait, vous l'aurez toujours, vous le reconnaîtrez assez facilement, le CH. Et après, on procède souvent par élimination. Mais on va y revenir là-dessus. Mince. Hop. Voilà. Bien, donc si on revient un petit peu sur le principe de la spectroscopie infrarouge. Alors, les molécules, elles, si on regarde, je prends l'exemple de la molécule d'eau, là par exemple. Bon, je vais oublier d'ouvrir avant, donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Hop. Bien, en fait ici j'ai l'exemple de la molécule d'eau. Alors la molécule d'eau c'est H2O, donc les hydrogènes pardon, en blanc, l'oxygène en rouge. Et en fait, eh bien, une molécule, c'est pas rigide. C'est-à-dire que ici, en fait, les liaisons entre les atomes dans la molécule ici, on peut les assimiler à des petits ressorts.
Donc c'est comme si en fait on pouvait avoir ce mouvement ici de, au niveau de l'atome d'hydrogène par rapport à l'atome d'oxygène. Donc les atomes dans une molécule en fait ne sont pas fixes. Donc on peut avoir ce type de mouvement là, mais on peut avoir aussi ce type de mouvement là, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène restent en moyenne à la même distance de l'atome d'oxygène, mais l'angle qu'il y a entre les liaisons peut varier. Donc ici, en fait, euh, on a différents modes qu'on appelle des modes vibratoires de la molécule d'eau. Et en fait, on peut en avoir encore plein d'autres, hein. Par exemple, si on regarde plus en détail, voilà ici, on a des modes symétriques, des modes asymétriques, donc d'élongation ou pas. Donc vous voyez, on a 6 modes ici, par exemple, de vibration au niveau de la molécule d'eau. Et pour passer d'un mode à un autre, eh bien, par exemple, ici, on peut imaginer, c'est comme si c'était des exercices que l'on faisait avec ses bras, hein. En fait, il y a des modes vibratoires ici qui demandent plus de dépenses d'énergie que d'autres. Donc en fait, pour passer de l'un à l'autre, par exemple, je sais pas, celui-ci là par exemple, il est plus énergétique que celui-là. Donc pour passer de celui-ci à celui-là, eh bien la molécule elle va absorber de l'énergie. Elle va absorber un photon qui va correspondre à une radiation dans l'infrarouge. Et quand on absorbe comment dire, une radiation dans l'infrarouge pour passer de ce mode-là à ce mode-là, ça va correspondre au niveau du spectre à une baisse de la transmittance, donc à de l'absorbance. Voilà, donc en fait, ici, et ça, par exemple, dans le cas de la molécule d'eau, ça va correspondre à une certaine valeur, parce que ça correspond à des liaisons OH. Et donc on va retrouver la liaison OH dans une bande d'absorption au niveau de la liaison OH dans le spectre infrarouge. Et ça correspond donc ici à des radiations infrarouges qui sont absorbées pour passer d'un mode vibratoire à un autre, hein. Voilà, donc ici, au niveau, euh, au niveau du cours, alors, Jules, ça nous a servi à quoi en pratique de connaître les modes vibratoires? Bien, en fait, ces modes vibratoires en fait, correspondent à certains niveaux d'énergie, et ces niveaux d'énergie dépendent des atomes qui sont en lien. Donc par exemple, si je prends ici dans le cours, il y a la molécule de dioxyde de carbone, CO2, donc carbone au milieu et oxygène de chaque côté. On a différents modes vibratoires aussi ici, mais en fait, pour passer de l'un à l'autre, il faut fournir une quantité d'énergie qui n'est pas la même que dans les modes vibratoires de la molécule d'eau. Et donc cette quantité d'énergie, elle va nous permettre de reconnaître qu'il y a une double liaison CO ici. Alors que dans le cas de la molécule d'eau, ça correspond à la liaison OH. Parce que ce n'est pas les mêmes quantités d'énergie qui permettent de passer d'un mode à un autre. Voilà. Donc ici, voilà comment on explique, en fait, c'est marqué ici, hein, une molécule passe d'un mode vibratoire à un autre en absorbant ou en émettant de l'énergie qui correspond à de l'énergie de la lumière infrarouge. Et une molécule donc possède ce qu'on appelle de l'énergie vibratoire, hein. C'est un petit peu comme moi, par exemple là, voilà, je suis en train de vibrer, je fais ce mouvement-là. Mais si je fais ce mouvement-là, en fait, ça me demande plus d'énergie, donc je suis dans un autre état d'énergie vibratoire. Et pour passer de l'un à l'autre, eh bien, voilà, il peut y avoir absorption ou émission d'énergie qui se retrouve au niveau du spectre. Non, ça, je l'enlève. Hop, ne pas enregistrer. On retrouve le cours. Voilà. Donc en fait, ici, ces changements de mode vibratoire donc, se font lorsqu'on éclaire, qu'on envoie de la lumière infrarouge, hein, sur les molécules, ou des fois, les molécules, quand elles passent d'un niveau d'énergie plus fort à un niveau d'énergie moins fort, elles vont émettre de la lumière infrarouge. Voilà.
Bon, bah voilà, donc à retenir ici, en fait, la spectroscopie infrarouge permet d'identifier la présence de certains types de liaisons au sein d'une molécule. Donc par exemple OH, NH, CH, etc., etc. Et souvent d'en déduire la nature des groupes caractéristiques de cette molécule. Et donc de déduire aussi si c'est un alcool, un aldéhyde, etc., etc. Donc voilà ici ce qu'il y a à retenir et ce qu'il y a à savoir faire. Bien, bon, bah, il reste maintenant plus qu'à faire des exercices sur cette partie-là.